deuxième rencontre, qui était les restaurants. Donc, nous avons navigué à vue, sans savoir que les problèmes de légitimité pour lesquels le président Tshisekedi s'est battu toute sa vie venaient de trouver solution ces jours-là. Les problèmes de légitimité pour lesquels Étienne Tshisekedi s'est battu depuis là, venaient de trouver solution ces jours-là. Mais son parti n'était pas au courant, mais sa famille était au courant. Alors, ils sont partis, nous sommes allés avec le président, et puis il y a eu cet intermédiaire que j'ai dit ça à l'avance. Je vous épargne de beaucoup de choses. Et nous allons aux élections sans savoir que le problème avait été déjà résolu. Nous continuons, mais les interlocuteurs d'Étienne Tshisekedi continuaient avaient de l'espoir dans ce qui lui avait été dit. Les élections se passent dans un climat d'hostilité générale. Et le président Tshisekedi vient avec son avion, il venait du Bas-Congo, il ne descend pas à Njili, il descend où, comment on appelle, à Kinshasa, à Ndolo, et puis ça s'est passé dans des conditions pénibles, que je ne sais pas expliquer ici. Et les élections se font, tous les Congolais savent que on a fraudé, on a fait la fraude, et alors que on nous avait présenté un compromis qui était en notre faveur. Et les choses ont mal tourné. Et comme nous avions une représentation au Parlement, il y a eu une division entre les membres. Faudrait-il que ces membres aillent au Parlement ou pas? Les uns voulaient y aller, d'autres ne voulaient pas y aller. Et Étienne Tshisekedi lui-même avait une solution déjà tranchée. Quand les gens sont allés le voir puisque c'était lui le président élu, pour qu'il prête serment, il a dit « Arrêtez-les, ligotez-les, amenez-le moi ici vivant ». Et je vous dis que dans la communauté internationale, ils étaient tous refroidis. Ils étaient tous refroidis. Alors, nous devons avoir un esprit critique. On ne peut pas seulement avoir fait des études supérieures et avoir vu la méthodologie scientifique et puis à la fin des études, on manque d'esprit critique. Non, nous allons à l'université pour acquérir la méthodologie. Et cette méthodologie-là, elle est critique. Elle vous donne... J'avais un professeur en première candidature qui me disait, à l'université, on ne vous apprend pas des choses à apprendre. On vous apprend comment apprendre les choses. On vous apprend comment apprendre les choses, mais pas des choses à apprendre. Et je n'ai jamais oublié, ça fait 40 ans. Et ce professeur, je crois qu'il est encore au Gabon, je ne sais pas, il est déjà vieux, mais dernièrement, je savais qu'il était au Gabon, il porte le même nom que moi, Mbouye Mizeka. Et nous devons avoir l'esprit critique, nous, les intellectuels congolais. Nous ne devons pas avoir ce type de nationalisme obsessionnel. Et c'est ce type de nationalisme obsessionnel qui produit ce que nous voyons aujourd'hui. Qui produit ce que nous voyons depuis le 24 novembre 1965. Et je sors un peu de mes propos pour un peu rentrer dans ces propos-là. L'élite congolaise, lorsqu'on lui dit de se prendre en charge, se prendre en charge, ce n'est pas un slogan. Se prendre en charge, c'est devenir responsable. D'avoir de la conscience des tenants et des aboutissants des problématiques qui se posent dans votre pays
et qui se pose dans votre propre vie aussi. Donc nous devons faire une introspection, avoir cette capacité de nous interroger nous-mêmes. Est-ce que nous sommes dans le bon sens depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que le cheminement que nous cherchons, c'est celui-là, celui qu'on nous présente là? Est-ce que c'est celui-là qui va contribuer à l'émancipation de l'homme congolais, de la femme congolaise, de l'enfant congolais? Est-ce que c'est ce schéma-là? Non. Alors, pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est ainsi? Donc, nous devons relire notre histoire. Nous devons relire convenablement, minutieusement notre histoire depuis 1885. Puisque c'est à partir de 1800, à partir de Léopold II, que nous sommes constitués en État moderne. Avant Léopold II, nous étions des États traditionnels, des États tribaux, traditionnels. On avait des chefs, on avait la culture, on avait des coutumes et des us. On n'avait pas la raison. Du moins, on avait la raison dans sa forme tribale. Mais on n'avait pas la raison dans sa forme cartésienne. Donc, on avait une raison sentimentale, une raison passionnelle. Donc, nous devons passer de cette raison-là à la raison cartésienne pour que nous soyons à la dimension de tout le monde, pour que nous puissions nous battre avec les mêmes armes que les autres. Sinon, on va toujours continuellement aller chercher les moins évolués en connaissance, les moins évolués philosophiquement, c'est celui-là qu'on va prendre pour nous l'imposer. Puisque nous-mêmes, les intellectuels, l'élite, nous ne remettons pas en cause. Quand nous allons au pouvoir, nous revenons dans la culture ancestrale. Nous rentrons dans la culture traditionnelle, qui est une culture essentiellement sentimentale, dans laquelle n'existe pas la... Qu'est-ce que je dirais la solidarité organique. Il existe la solidarité qui est une solidarité mécanique, qui n'est pas encore une solidarité organique. Et lorsque nous allons au pouvoir, c'est cette solidarité mécanique que nous mettons en exergue, puisque nous n'avons pas bien compris la méthode, nous n'avons pas compris sur quelle base les États modernes fonctionnent. Et là-dessus, je vais renchérir pour dire ceci, que la génération d'aujourd'hui, moi je suis dans la génération d'hier, mais quand moi j'étais enfant à Kinshasa en 1960, à Léopoldville, on me disait, quand vous serez adulte, vous allez naviguer, vous allez vivre dans un bon Congo. Un Congo qui sera vraiment, vous pourrez vous émanciper, vous pourrez vous réaliser. Mais je me suis trouvé dans un Congo qui est pire que celui qui était quand moi j'étais enfant. Je ne peux pas, il n'y a même pas de commune mesure à cause du leadership qu'on nous impose. Et ce leadership c'est un leadership archaïque. Depuis Mobutu, depuis Kabila et depuis Tshilombo. Et je peux même ajouter ceci, que moi je donne des circonstances atténuantes à Kabila. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons critiqué Kabila, nous l'avons insulté. C'est vrai que Kabila c'était du despotisme. Mais Kabila n'a jamais été socialisé au Congo. Kabila a été socialisé dans une autre culture. Et Kabila est arrivé au Congo, je crois, à 25 ans ou à 26 ans. Et ce sont les Congolais qui l'ont encadré. Et le pouvoir de Kabila, on ne voit pas les frères de Kabila. Ce sont les Congolais qui étaient même avec Mobutu, qui ont continué à encadrer Kabila. Et Kabila leur a laissé faire. Et ces Congolais-là,
Pourquoi ils ne se sont pas posé la question que où se trouve le but de la nation? Où se trouve l'État? Comment faire pour reconstruire l'État? Comment faire pour amener notre population du stade où il est au stade de la raison? Comment faire pour mettre au centre du pouvoir la raison et non pas les sentiments? Donc, Kabila, comme on dit aujourd'hui, moi je disais dès le départ que vous allez voir, avec le pouvoir de Tshilombo, après un certain temps, vous allez commencer à dire que Kabila était le moindre mal. Je l'ai dit dès le départ. Et moi j'ai découvert Félix, moi j'ai fait 25 ans dans l'UDPS, mais j'ai découvert Félix quand il est devenu secrétaire aux relations extérieures. C'est pendant tout ce temps, je ne l'avais pas vraiment cerné sa personnalité. Mais le peu de temps qu'il est resté secrétaire aux relations extérieures, j'ai compris. J'ai compris tout de suite, j'ai compris. J'ai compris que je venais de commettre l'erreur peut-être la plus fondamentale de ma vie en l'ayant proposé à son père. C'est qu'aujourd'hui, je demande pardon. Je demande pardon aux miens. Je demande pardon aux Balouba. Je demande pardon aux Kassaïens en général. Et je demande pardon à la population congolaise. Moi, j'avais beaucoup espéré en Félix. Et je savais qu'avec Félix, on ferait quelque chose. J'ai même dit au président, les gens vont dire qu'il n'a pas étudié. Mais ceux qui ont étudié, quelle est l'expérience, quel est l'apport qu'ils nous montrent au pays? Jusque-là, ceux qui ont étudié, mais ils sont dans les mêmes méandres que ceux qui n'ont pas étudié. Alors, nous pensons que si vous n'êtes pas là, avec Félix, nous allons faire ce que vous voulez qu'on fasse. Et je l'ai dit ce jour-là. Je l'ai dit, c'est moi qui ai demandé à Etienne Tshisekedi qu'on aille aux élections. Personne n'était là, nous étions qu'à deux. Il m'a demandé, je t'ai fait venir ici pour te demander qu'est-ce qu'on fait maintenant. Moi je lui ai dit, président, allons aux élections. Allons aux élections. Si on nous refuse les résultats, alors nous allons faire ce que vous avez dans la tête depuis longtemps. Donc moi, en restant avec Etienne Tshisekedi, j'ai fini par comprendre ce qu'il recherchait. Etienne Tshisekedi le disait, mais il le disait comme en parabole, et on ne saisissait pas. Il disait qu'il fallait remplacer la classe politique. Toute la classe politique. En fait, il préconisait des tables rases. Il fallait faire table rase, c'est-à-dire la révolution. Alors c'est la raison pour laquelle, chaque fois, il faisait traîner des choses, il posait tel acte, donc c'est ça, c'est ce qu'il attendait. Alors moi, je lui ai dit, si on nous refuse la victoire cette fois-ci, nous allons faire ce qu'il y a dans votre tête. Il a dit, bon, merci, je t'avais appelé pour ça. Il m'a libéré, je suis allé chez moi. Excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Le lendemain, son neveu Bona me rappelle. Il dit, le président a besoin de vous. Je suis venu, Bona est venu me chercher, je suis allé là. Et j'ai trouvé à la table, on était à la table à manger, on n'était plus au salon. Il y avait le docteur Mpouila et il y avait le secrétaire national à ce moment-là, Félix Tshilombo. Alors le président repose la question. Bien, voilà, je vous ai appelé ici pour savoir un peu, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le président m'a donné la parole, je lui ai dit, mais président, moi j'étais ici hier ou avant-hier, je vais répéter ce que je vous ai dit. Moi je vous demande qu'on aille aux élections. Et si on nous refuse la victoire, puisque vous n'avez pas de concurrents sur le plan politique au Congo, tout le monde le sait, le monde entier le sait. Donc, si on nous refuse la victoire, alors nous allons faire ce que vous voulez qu'on fasse.
Il a posé la question à Pouila. Pouila a dit, je suis d'accord avec le président Mbouyi. Il a posé la question à son fils. Son fils a dit, je suis d'accord avec le président Mbouyi. Il dit, c'est pour cela que je vous avais appelé, vous pouvez disposer. Quelques semaines après, Tshisekedi convoque une conférence de presse à Montgomery. Et celui qui est à côté de lui, c'est moi. Et moi, je voulais que à cette table-là, on ait le président, on ait Félix et on ait Pouila, le docteur. On a refusé. On a dit, tu seras seulement toi avec le président, personne d'autre. Et quand vous regardez la photo de ce jour-là, vous verrez que Pouila et Tshilombo sont un peu à côté. Et c'est moi qui suis à côté du président Tshisekedi lorsqu'il annonce sa candidature à la magistrature suprême. Donc la suite, vous la connaissez. Et puis, les gens m'ont cherché. Ils ont dit que vous devez parler avec les autorités du royaume. Ils ont besoin de parler avec eux. Je suis allé rencontrer Louis Michel. J'ai parlé avec Louis Michel. Et Louis Michel, c'est à ce moment-là qu'il m'a révélé ce qui s'était passé. Moi, je ne savais rien jusque-là. Et je suis allé voir, c'était, je crois, en 2012, là. Et au début de l'année, je crois, les 3 premiers mois. Et je vais le voir, il me raconte tout. Et puis, on décide de faire un certain nombre de choses. Moi, j'ai dit non, je vais aller voir le président Tshisekedi, et à mon retour, je vous dirai quoi. C'est comme ça que j'avais écrit au président français, François Hollande à cette époque-là. Je l'avais écrit, il a accepté il a lu ma lettre, il m'a répondu d'aller voir le ministre des Affaires étrangères, je crois que c'était le docteur, j'ai oublié son nom. Je suis allé à Paris en compagnie de Kabea Bernard. Nous sommes allés ensemble, d'abord à l'Élysée pour déposer la lettre, ensuite au ministère des Affaires étrangères. Et nous avons fait là, je crois, une affaire de 1h20 ou 1h30 pour parler. On nous a dit que nous avons ici un document qui vient de quelqu'un de votre parti, M. Sami Badibanga. Moi, je dis non. Sami Badibanga n'est pas membre de l'UDPS. Il est l'ami de Félix Tshilombo, le fils de notre président. Il n'est pas membre de l'UDPS. Nous avons parlé. Alors là, on dit, voilà, nous allons vous donner la position de la France. La position de la France est que beaucoup de temps s'est écoulé depuis ces élections-là jusqu'à aujourd'hui. La France ne va pas encore faire marche arrière pour aller voir ce qui est fait a été fait. Donc, voyons l'avenir. Donc, organisez votre parti de sorte qu'en 2016, vous soyez à mesure d'aller aux élections. Et Kabila ne va pas modifier l'article 220 de la Constitution. C'est nous, la France, qui vous le disons. Nous vous garantissons que M. Kabila ne modifiera pas l'article 220. Mais organisez votre parti comme vous l'avez fait, continuez jusqu'en 2016. Bon, j'ai dit, j'arrive à Liège. Les membres de ma fédération, surtout ceux de la section de Liège, ils ont voulu savoir la vérité, mais nous ne comprenons pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller voir le président lui-même à Kinshasa? Moi, je dis oui, mais moi, je n'ai pas d'argent. Si vous êtes d'accord de me payer. Ils ont cotisé chacun 50 euros, 50 euros. Ils étaient une affaire de 23. Ils ont dit, tu dois aller voir le président, tu discutes avec lui, et puis tu nous diras quoi à la fin. Je suis descendu à Kinshasa, j'ai demandé audience au président, j'étais accompagné du trésorier de la fédération qui a géré même tout cet argent. Ce n'était même pas... Cet argent, je n'ai même pas vu un euro. Tout était entre les mains du trésorier. Et partout où je suis allé à Kinshasa, j'étais avec ces trésoriers-là. On demande audience au président, on parle avec le président. Le président commence par nous dire, si vous venez ici pour mon impérium, je vous épargne d'en parler. On peut parler d'autres choses, mais pas de l'impérium. Heureusement, nous, comme mandataires, il était entendu qu'on
qu'on n'évoque même pas la question de l'impérium, qu'on évoque la question de l'organisation du parti pour les élections de 2016. Et moi, comme j'étais un disciple, j'ai dit au président, président, pour nous, vous serez encore candidat en 2016. Organisez le parti, mais les membres du parti voudraient que moi je reste à Kinshasa pour aider les structures internes pour préparer les élections de 2016. Mais j'avais prévu un rapport. J'avais fait un rapport, puisque lors du congrès, il avait été décidé qu'après 3 ans, on allait procéder à l'évaluation du parti, du fonctionnement du parti. Puisque les statuts de 2010 du congrès étaient provisoires. Donc on devait les revoir après un fonctionnement de 3 ans pour voir dans quel sens on a pour corriger, apporter des amendements. Donc moi, comme ces 3 ans étaient accomplis, j'ai rédigé les rapports de ma fédération et j'ai mis des annexes. J'ai mis toute l'action diplomatique que j'avais faite comme représentant, tous les documents que j'avais remis aux uns et aux autres, j'ai fait les copies et j'ai mis dans ces rapports. Et j'ai mis la copie de l'argent que j'avais reçu, 400 000 $, qui était venu de l'Afrique du Sud pour la campagne du président. Je n'ai pas voulu mettre le récépissé du virement de cet argent du compte de la fédération vers le compte de Mme Tshisekedi. Puisque c'est comme ça qu'on s'était entendu avec le président, que je devais verser cet argent. Il m'a demandé comment tu vas faire, puisqu'on ne sait pas m'ouvrir un compte. J'ai dit, mais on peut mettre cet argent, c'est le compte de Maman Marthe. Maman Marthe a un compte à Bruxelles, puisque je l'ai vu quand vous étiez là, j'ai vu qu'elle faisait des opérations bancaires. Donc, on peut mettre... Il dit, le président m'a dit oui, alors dans ces cas, on peut faire ça. Et moi, j'ai fait un virement de 350 000, et les 50 000 devaient être retournés en Afrique du Sud pour qu'on cherche un véhicule pour le président. Voilà. Et personne ne savait. Personne ne savait ça. Donc, nous faisons ça. Nous évoluons. Nous arrivons maintenant. Le président, je laisse les rapports. On parle un peu avec le président et puis on s'en va. On parle avec les gens dans sa parcelle. On parle même avec Christian, qui nous a vus dans la parcelle. Il y a mes membres, on a parlé, et puis nous sommes partis. On s'est donné rendez-vous, puisque pour parler, la maman nous a demandé, pendant qu'on était là, la maman m'a demandé, président Mbim Patoui Kila. Président Mbim Patoui Kila. Alors, quand la maman m'a parlé comme ça, moi je n'ai pas répondu. J'ai fait comme si, j'ai fait semblant. Mais quand je suis passé par... j'ai dit, on viendra mercredi. Nous sommes partis et nous sommes revenus le mercredi. Et on a vu que l'accueil n'était plus le même. L'accueil n'était pas le même accueil. Mais néanmoins, nous avons été reçus, on a discuté, et puis on nous a servi à manger, nous avons mangé, nous avons dit au revoir au président, et puis nous sommes rentrés. Mais pendant notre séjour à Kinshasa, j'avais fait une petite interview dans un journal de Kinshasa, et les membres du parti ont vu cette interview-là. Et c'était écrit, tu sais, les journalistes, ils cherchent toujours des titres pompeux pour attirer. Ils ont mis un représentant, un émissaire, je crois, d'Étienne Tshisekedi, a rencontré François Hollande. Alors tout le monde s'est précipité, il a lu le journal, et c'était moi. Alors les gens ont commencé à me chercher pour parler avec moi. Nous sommes allés à Kinshasa, chez les vieux Moussoussou, je crois, sur l'avenue des commerces. Et on a rencontré beaucoup de membres du parti. Et on a vu que les membres du parti avaient créé des ASBL. Presque tout le monde était dans des ASBL. Le parti ne fonctionnait pas comme un corps organique, un corps structuré. Le parti. Après là, on nous a appelés encore en Ngaba. Nous sommes allés en Ngaba, on a parlé aux gens et on a vu que il y avait une très grande déception. Un très grand désappointement des membres du parti. Ils étaient désabusés. Et personne ne comprenait ce qui s'était passé avec les élections.
Personne ne comprenait. Mais nous, on n'avait plus le temps. Si on avait le temps, on serait parti, je crois, dans toutes les fédérations. On avait besoin de nous partout, pas partout. Et puis nous sommes rentrés ici. On a fait les rapports aux gens qui avaient contribué pour notre voyage. J'ai fait les rapports. Et puis, c'est resté comme ça. Et puis, un jour, il y a un jeune, il y a, je crois, Bongos, avec un jeune homme qui est dans notre parti, qui était membre de notre parti, au Canada. Il dit, bon, on va faire une interview avec le président Bouyi, puisque j'avais, entre-temps, fait une interview dans Congo-Mikili. Et cette interview avait eu un impact. Alors, ce jeune homme-là a dit, non, moi, j'aimerais faire une interview avec vous. Bon, ils sont venus, je les ai attendus, je crois, près de 2 heures. Je commençais même à retourner chez moi quand ils sont arrivés. Alors, on a fait l'interview. Mais ils étaient très intéressés par le problème des 400 000. Ils m'ont posé la question une première fois. Moi, je dis, mais j'ai répondu déjà à cette question. Puisque cette question était liée à l'arrestation de Jacquemain. Le président Tshisekedi avait fait arrêter Jacquemain pour un problème de 300 000 $. Alors, les gens de Congo-Mikili m'ont posé la question sur les 300 000 $. Et moi, comme je n'étais même pas au courant que Jacquemain était arrêté, pour ne pas montrer aux journalistes que je n'étais même pas au courant de ce qui s'est passé dans mon parti, j'ai seulement dit, mais le président Tshisekedi, depuis que moi je le connais, il n'a jamais fait arrêter quelqu'un. S'il a fait arrêter Jacquemain, c'est que Jacquemain doit avoir commis une faute qui fait que le président puisse le faire arrêter. Alors je réponds comme ça, mais du côté de Jacquemain, il n'était pas content. Il me l'a fait savoir. Il a dit non, moi je l'ai jeté à la vindicte populaire, tout ça. Bon, j'ai dit, mais moi, j'ai enchaîné en disant que nous, ici, nous avons eu 400 000 $ du président pour sa campagne, mais nous n'avons jamais dépensé même un seul dollar en notre profit. Nous avons tout transféré entre les mains de la famille, entre les mains de sa femme. Bon, je l'ai dit une fois, et puis une fois nous sommes rencontrés avec Félix à la réunion, il m'a dit, bon, président, cette histoire de 400 000, voilà. Donc, alors j'ai vu que il n'était pas vraiment content du fait que j'avais parlé comme ça. Maintenant, dans cette interview, Bongo s'est revenu 3 fois. J'ai dit, la deuxième fois, on a posé d'autres questions, on a parlé, et puis il est revenu encore sur ça. Moi, je dis, mais j'ai déjà répondu à cette question, déjà. Et puis, il revient encore. Moi, je dis, bon, voilà, je vais vous dire la vérité. Voilà les choses, comment elles se sont passées. Alors, en les disant, j'avais créé la furie de la famille sans le savoir. Alors, ils ont interprété ça comme une insulte. Voilà, le président Bouya a insulté Maman Marthe. Le président Bouya, et c'était un tollé général. Qui fait qu'à la fin, Maman Marthe s'est substituée à la place de son mari, a signé une lettre pour me déchoir de toutes mes fonctions dans les partis. La lettre a été publiée sur Internet. Alors, on m'a interpellé, tout ça. Nous sommes allés chercher un ordinateur, puisque moi, je n'avais pas d'ordinateur chez moi. On est allé voir un membre du parti, et on a fait sortir des documents. J'ai lu des documents. J'ai vu que la forme et le fond du document ne correspondaient pas au document du président. Et quand j'ai approfondi, j'ai vu que le nom même de Maman Marthe, son nom propre, apparaissait dans la signature. Alors j'ai montré, les gens ont dit, bon, avant que je ne découvre que c'était Maman Marthe, j'ai dit, moi je vais porter plainte contre inconnu. Je vais porter plainte contre inconnu puisque ce document était faux. Mais c'est après, avec les rumeurs, que j'apprendrai que le document était un vrai faux. Ce n'était pas la personne habilitée à les signer qui l'avait signé. Néanmoins, la volonté de la famille s'était exprimée. Alors j'ai décidé de mettre fin à mes activités dans le parti. Et les choses ont évolué jusqu'au rassemblement. Et quand nous sommes arrivés au moment du rassemblement, le président a envoyé un émissaire pour me chercher. Mais je n'étais plus dans le même état d'esprit qu'avant. J'étais
J'étais, je ne sais pas, le terme de déception est faible. J'étais très marqué par cet acte. Puisque s'il y avait un défenseur dans les partis pour la famille Tshisekedi, pour Félix, c'était moi. J'étais un rempart dans tous les conflits qu'on a connus. Je peux vous dire que les gens du COC peuvent vous dire que Mouyi a pesé beaucoup, puisque la dissidence de Belchika avait déjà pris tout. Et c'est après que nous nous sommes rendus compte que ces gens-là n'avaient pas tout à fait raison, tout à fait tort. Bien. J'ai arrêté de fréquenter l'UDPS, mais le cœur y était encore. Donc je suivais tout le temps les mouvements de l'UDPS, je suivais jusqu'à ce que c'est arrivé le leadership de Félix et tout, et les gens sont venus me voir pour qu'on fasse une réunion, pour que moi je dis non. Non, mon cœur était très amer. Et j'ai déclaré que j'arrêtais mon adhésion dans l'UDPS. Nous sommes déjà, je crois, en 2018 ou 2019. Et puis, le président, il meurt. Le président meurt, je crois, c'est en février 2018. Moi, je vais aux obsèques. Et je vois que tous les membres du parti, personne ne savait me regarder dans les yeux. J'étais dans les obsèques. Mais puisque, entre-temps, il y avait eu un procès ici. Et ce procès, je peux dire qu'il est lié à ma déchéance. Et cette déchéance avait quand même provoqué une certaine déception des membres de la fédération. C'est comme ça qu'il y a eu ces procès. Mais j'étais, moi, personnellement, très lié à Étienne Tshisekedi. Je me suis dit, je ne vais pas me solidariser à ces procès-là. Et c'est comme ça que je suis resté en marge de cette activité-là. Puisque spirituellement, c'était intenable. C'était intenable. Nous avons été pendant 40 ans, à ce moment-là c'était 35 ans, je crois, 35 ou 36 ans, sous le leadership d'Étienne Tshisekedi, et brusquement comme ça, nous devons faire un procès contre lui. Bon, spirituellement, moi, ça ne m'accordait pas. Donc je me suis désolidarisé et les choses ont évolué. Les choses ont évolué jusqu'à ce que Félix a pris le leadership et puis on a reproduit le schéma de Mobutu. Puisque je parlais de l'élite ici, je reviens encore un peu là. Puisque nous, intellectuels congolais, nous ne nous préoccupons presque pas de l'histoire de notre pays. Je lance un appel à l'intelligentsia congolaise. Puisque nous, là, on a déjà les orteils au tombeau. Et nous vous parlons, vous. Moi, j'ai vécu la colonisation, les 10 dernières années de la colonisation. Moi, je suis né en 1950. J'ai vécu la colonisation, j'ai vécu la législature de Kasavubu, j'ai vécu les législatures de Mobutu, j'ai vécu la législature de Kabila et aujourd'hui la législature de Chilombo qui arrive au crépuscule de son pouvoir. Et je connais les tenants et aboutissants de la situation que connaissent la plupart des pays africains, mais particulièrement le Congo. Et très peu de Congolais ont lu les traités de Berlin. Du moins, même les extraits du traité de Berlin. Très peu de Congolais ont lu la loi fondamentale de 1960, du 19 mai 1960. Très peu de Congolais ont lu la constitution de Loulo-Abour. Et quand vous lisez les traités de Berlin, on demande aux puissances qui vont assurer la souveraineté dans les territoires du bassin du Congo de veiller à la conservation des populations autochtones, de veiller à leur émancipation, de veiller à leur évolution
humaine. Et ça, c'est le traité de Berlin qui le spécifie. Et Conan Doyle, Sir Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, a repris dans son livre publié en 1910, Les crimes du Congo, qui a été réédité par Jean-Claude Willam, ici en Belgique. Moi, j'ai l'extrait. J'ai les livres, plutôt. Et ce qui s'est passé, il s'insurge contre ce qui s'est passé sous Léopold II. Et lorsque la Belgique prend la succession de Léopold II, puisque la Belgique a couru le risque qu'on lui fasse la guerre à cause du Congo. Et le roi Léopold II a transféré sa souveraineté à l'État belge moyennant des conditions. Mais dans les traités de succession, qui est la loi qui doit gérer la colonisation belge au Congo, il y a tout un chapitre sur les droits des populations locales, nettement décrits. On a décrit les droits des populations congolaises. C'est décrit en détail. Et lorsque nous arrivons en 1960, lorsque la Belgique doit transmettre le Congo aux Congolais, il y a les travaux de la table ronde. Et la loi fondamentale de 1960, la conséquence des travaux de la table ronde. Et tout ce qui a été dit précédemment est repris dans la loi. Mais on a ajouté des dispositions particulières qui sont dans les articles 46, je crois, 47, 48, 49. Nos hommes politiques et un échantillon de nos chefs coutumiers ont participé à la table ronde. Ils ont signé la loi fondamentale. Mais une fois qu'ils sont rentrés au Congo, quel message ils ont donné à la population? Ils ont donné un message de nationalisme. Ils ont donné un message nationaliste. Mais au Congo en 1960, combien de gens comprenaient déjà ce qu'est une loi? Il y avait à peine ceux qui avaient fait des études supérieures, c'était une dizaine. Les autres, c'était des clercs qui étaient de subsidiaires de l'administration coloniale. Donc, c'était difficile qu'ils fonctionnent. Leur niveau de connaissances, ils avaient fait des cours par correspondance, et à cette époque, le colonial belge avait ouvert les portes. Tout le monde, même ma mère à moi, est allée faire l'école du soir. Mon père a fait l'école du soir. Donc, toutes ces possibilités étaient là. Donc, ils avaient fait des cours par correspondance et ils avaient quand même élevé leur niveau. Et quand vous les voyez parler en 1960, vous voyez que ce sont des gens cultivés. Mais être cultivé et comprendre la logique cartésienne, la logique de l'homme blanc, c'est pas facile. Moi, je peux vous dire que j'étais à Kinshasa, au Congo, universitaire. Mais je peux vous dire que l'effet d'avoir vécu en Belgique, c'est comme si j'avais fait une autre université. La compréhension que j'avais des choses en étant au Congo n'est pas la même compréhension que j'ai des choses en étant vécu en Europe. Donc, de ce côté-là, ils ont des circonstances atténuantes, nos hommes politiques. Mais ils avaient signé et ils devaient convaincre la population locale, leur expliquer ce qu'ils avaient signé. Et c'est puisque ce qu'ils avaient signé était différent de ce qu'ils prononçaient, c'est comme ça qu'on a connu les troubles de 1960.
Et ces troubles étaient généralisés. Généralisés, puisque d'un côté, nous avions ceux qui avaient coalisé avec les MNC, d'un côté, et les autres